Nous n'avons plus jamais entendu parler de cette opération, ni du corps. On nous a ordonné de garder le silence. L'histoire d'Andrew Dawson est devenue l'une de ces intrigues mystérieuses qui alimentent les théories du complot les plus sombres. Ce qui devait être une simple découverte curieuse s'est transformé en un cauchemar pour lui, et certains pensent qu'il a payé de sa vie pour avoir révélé quelque chose que le gouvernement voulait garder secret. Tout a commencé en avril 2022. Andrew Dawson, un simple habitant du Canada, conduisait près de Jasper, en Alberta, une région connue pour ses montagnes majestueuses et son isolement. Un jour, alors qu'il roulait tranquillement, son regard a été attiré par quelque chose d'inhabituel au sommet d'une montagne. Il a remarqué une silhouette massive, bien trop grande pour être humaine. Fasciné, il a dégainé son téléphone et a commencé à filmer. La vidéo qu'il a ensuite postée sur TikTok montrait une figure géante, debout au sommet de la montagne. C'était étrange, incroyable même, mais les réseaux sociaux s'en sont emparés rapidement. Beaucoup étaient sceptiques, d'autres intrigués. Dawson, lui, était convaincu de ce qu'il avait vu. Il a tenté de retourner sur place pour enquêter de plus près, espérant filmer à nouveau cette mystérieuse silhouette. Mais ce qui devait être une aventure excitante est vite devenu terrifiant. Lorsqu'il a essayé de se rapprocher de la montagne pour obtenir une meilleure vue, les choses ont pris une tournure étrange. Il a remarqué une voiture noire le suivant, chaque fois qu'il s'approchait du site où il avait aperçu la figure géante. Puis, un jour, des hommes en noir, ressemblant à des agents gouvernementaux, l'ont intercepté sur la route. Ils lui ont dit de ne plus jamais revenir dans la région. Mais Dawson ne pouvait pas laisser tomber. Il était convaincu que ce qu'il avait vu était réel, et il voulait comprendre ce que c'était. Il a posté plusieurs vidéos sur TikTok, montrant sa frustration, parlant de ses tentatives pour retourner sur le site et de la manière dont il était constamment surveillé. À chaque nouvelle tentative d'approcher la montagne, les hommes en noir réapparaissaient, le suivant à distance ou lui bloquant l'accès. Puis les choses sont devenues encore plus étranges. Andrew a posté une vidéo où il semblait nerveux, inquiet. Il disait qu'il était suivi, et que ce qu'il avait vu n'était pas ce qu'il pensait. À ce moment-là, on aurait pu penser qu'il tentait de se rétracter sous la pression, mais beaucoup ont interprété cette vidéo comme un signe qu'il était sous surveillance constante et qu'il était forcé de se taire. Peu après, ces vidéos ont cessé. Dawson, autrefois actif et curieux, n'a plus rien posté. Des rumeurs ont commencé à circuler. Certains de ses proches ont affirmé qu'il avait disparu pendant un certain temps, et peu de temps après, la nouvelle est tombée. Andrew Dawson était mort. Les circonstances de son décès étaient floues, et les détails n'ont jamais été totalement dévoilés, ce qui n'a fait qu'alimenter les suspicions. Pour beaucoup, sa mort n'était pas une coïncidence. Il était devenu une cible après avoir révélé quelque chose que le gouvernement voulait garder secret. Certains pensent que les géants qu'il avait vus faisaient partie d'un secret enfoui depuis longtemps, une vérité qui pourrait bouleverser notre compréhension du monde. Ces figures massives, qui auraient pu être des survivants d'une époque oubliée ou des créatures cachées par le gouvernement, représentaient une menace pour l'ordre établi. Si l'existence de ces géants était révélée, cela pourrait remettre en cause de nombreux faits scientifiques et historiques. Andrew Dawson aurait été éliminé parce qu'il en savait trop. Son silence forcé et sa mort inexpliquée sont devenus pour beaucoup les preuves d'une conspiration plus large. Ceux qui croient en cette théorie sont convaincus que le gouvernement cache l'existence de créatures ou de phénomènes surnaturels pour éviter le chaos ou la panique mondiale. Aujourd'hui, l'histoire d'Andrew Dawson flotte comme un avertissement pour ceux qui oseraient regarder de trop près. Il a vu quelque chose que personne n'était censé voir, et pour ça, il aurait payé le prix ultime. Le mystère des géants, quant à lui, reste non résolu, enfoui sous les montagnes et les secrets bien gardés des puissants. Je n'avais jamais eu peur de la forêt. Depuis mon enfance, elle était mon terrain de jeu, puis mon lieu de travail. Les arbres, les sentiers, les rivières, tout ça me semblait aussi familier que les murs de ma propre maison. Je vivais dans cette partie reculée du Canada, une petite cabane isolée, là où la nature règne en maîtresse. La chasse n'était pas seulement un passe-temps, c'était un mode de vie. Mais ce soir-là, quelque chose d'indescriptible flottait dans l'air, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant.
le crépuscule tombait vite, étendant son voile sombre sur la forêt. J'avais eu une bonne journée de chasse et rentrais avec un cerf que j'avais abattu plus tôt. Mon sac était lourd, mes jambes fatiguées, mais ce n'était pas ça qui pesait sur mes épaules. Il y avait ce poids, invisible, écrasant, comme si l'air lui-même était devenu trop dense, difficile à respirer. J'avançais avec la sensation persistante d'être observé. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose, mais il n'y avait rien, juste l'obscurité grandissante entre les troncs. Et puis, soudain, la terre a commencé à trembler. Au début, je croyais que c'était mon imagination. J'ai arrêté de marcher, écoutant attentivement. Le silence était lourd, oppressant, mais il y avait ce bruit sourd, comme le battement d'un cœur gigantesque sous la terre. Chaque pas que je faisais semblait provoquer un écho, comme si quelqu'un ou quelque chose suivait chacun de mes mouvements. Le martèlement du sol s'est intensifié, devenant de plus en plus viol. C'était comme si un marteau géant frappait la terre sous mes pieds à intervalles réguliers. J'ai regardé autour de moi, cherchant la source de ce bruit, mais il n'y avait rien. Pas d'ours, pas de lynx, aucun des animaux que j'aurais pu craindre en temps normal. Rien que l'obscurité qui s'étendait à perte de vue. Pourtant, ce martèlement continuait, incessant, et une peur primitive s'est emparée de moi. C'est là que j'ai décidé de monter sur la colline. Cette petite élévation m'offrait une vue dégagée sur les alentours. Peut-être étais-je suivi par une bête, peut-être étais-je en danger sans même le savoir. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais je devais comprendre. J'avais besoin de voir ce qui provoquait cette terreur sourde qui me rongeait de l'intérieur. En atteignant le sommet de la colline, j'ai balayé du regard la vallée en contrebas, espérant voir un animal. Mais ce que je vis alors dépassait tout ce que mon esprit avait pu imaginer. Là, dans l'obscurité de la forêt, une silhouette se détachait du sol. Une main. Une main colossale, surgissant lentement du sol, comme si la terre elle-même la libérait. Elle était si immense qu'elle aurait pu soulever un arbre sans effort. Sa peau, rugueuse comme l'écorce des pins environnants, semblait ancienne, terrifiante, comme si elle appartenait à une créature oubliée depuis des millénaires. Je restais figé, mon souffle coupé par la peur. Cette main gigantesque, presque irréelle, avançait vers moi, lentement, implacablement. Chaque tremblement sous mes pieds correspondait à son mouvement. J'aurais dû courir. Mon instinct me criait de fuir, mais mon corps était cloué sur place, incapable de bouger. J'avais l'impression que le temps s'était ralenti, chaque seconde étirée dans un cauchemar infini. La main approchait de plus en plus. J'étais certain que c'était la fin. Mon esprit, en état de choc, ne pouvait concevoir aucun échappatoire. Je la voyais distinctement maintenant, chaque doigt immense tendu vers moi, prêt à m'écraser comme une vulgaire mouche. La mort me paraissait inévitable. Je fermais les yeux, attendant l'impact. Mais, il n'y a pas eu de choc. Rien. Juste un souffle étrange, une sensation froide. J'ai ouvert les yeux, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. La main s'était dissoute, littéralement, en une vapeur éthérée à quelques centimètres de moi. Elle s'était évaporée, laissant derrière elle une trace d'humidité au sol, comme si elle n'avait jamais été réelle. Je suis resté debout, tremblant, mon cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi penser. Était-ce un rêve, une hallucination ? Une expérience paranormale, ou simplement ma fatigue qui me jouait des tours ? Rien dans cette forêt n'avait jamais ressemblé à ça. Je suis resté là un moment, incapable de bouger, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Depuis cette nuit, la forêt n'a plus jamais eu la même allure à mes yeux. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches me rappelle cette main, cette sensation de terreur pure. Je n'ai jamais osé en parler à quiconque. Qui me croirait ? Mais une chose est sûre, je ne vais plus jamais seul dans la forêt. J'emporte toujours mon chien avec moi, comme si sa présence pouvait éloigner cette chose, quel que soit ce qu'elle était. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les mystères du passé. Même si je ne suis qu'un archéologue amateur, mes voyages m'ont permis de découvrir certains des lieux les plus mystérieux et impressionnants de la planète. J'ai eu la chance de parcourir les temples aztèques cachés dans les jungles du Mexique, de gravir les marches de Machu Picchu, la cité perchée des Incas,
et de marcher parmi les ruines des grandes civilisations disparues. Chaque pierre, chaque monument semble murmurer des secrets oubliés, des histoires anciennes que j'essaie de comprendre et d'assembler. Mon amour pour ces découvertes est renforcé par ma passion pour les émissions et documentaires qui explorent les mystères archéologiques. Je passe des heures à regarder des chercheurs et des experts débattre sur l'origine des pyramides, les civilisations disparues, et surtout, sur les énigmes non résolues qui continuent de défier notre compréhension de l'histoire humaine. Parmi ces mystères, il y a une découverte récente qui me hante encore, celle des ossements de géants. Certains chercheurs ont trouvé, dans des fouilles secrètes ou oubliées, des squelettes colossaux, beaucoup plus grands que ceux d'un humain normal. Ces restes ont été découverts dans différentes parties du monde, mais le plus intrigant est celui trouvé dans une vallée reculée du nord de la Patagonie, en Argentine. Les fouilles ont révélé des ossements d'une taille impressionnante, mesurant plus de 3 mètres de long pour certains fémurs, ce qui suggère que ces géants mesuraient probablement entre 4 et 5 mètres de haut. Les scientifiques ont été incapables d'expliquer cette découverte. D'après les analyses initiales, ces squelettes possèdent une structure osseuse proche de celle de l'être humain, mais avec des proportions anormalement grandes. Ce qui rend le tout encore plus étrange, c'est que les datations au carbone 14 révèlent que ces ossements pourraient avoir plusieurs milliers d'années, bien avant l'époque où l'on pense que des humains de cette taille auraient pu exister. Les théories sur leur origine sont multiples, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce humaine inconnue, tandis que d'autres parlent de déformations génétiques extrêmes. Cependant, aucune explication satisfaisante n'a encore été trouvée. Ce mystère me fascine au plus haut point. Comment expliquer ces squelettes qui dépassent de loin la taille humaine normale? Est-ce qu'ils appartenaient à une race ancienne disparue dont nous n'avons aucune trace dans nos livres d'histoire? Ou bien est-ce que ces géants sont les mêmes êtres que l'on retrouve dans les mythes de nombreuses cultures à travers le monde, des grands redoutés des Amérindiens aux Néphilim bibliques? La communauté scientifique reste partagée. Certains sceptiques affirment que ces découvertes sont des canulars ou des erreurs d'identification, mais les ossements eux-mêmes existent, et ils posent une question que personne n'a encore pu résoudre: qui étaient ces géants? Des fouilles supplémentaires sont prévues dans les années à venir, mais pour l'instant, ces os sont enfermés dans des laboratoires secrets, loin des regards du public, comme s'il y avait une peur de ce qu'ils pourraient révéler. Ce n'est pas la première fois que des ossements géants sont trouvés. Dans les années 1800, en Amérique du Nord, plusieurs sites funéraires ont révélé des squelettes de taille similaire, mais beaucoup de ces preuves ont disparu, probablement détruites ou cachées. Pourquoi? Que essayons-nous d'occulter dans notre histoire? Il y a tant de choses que nous ne savons pas, et chaque nouvelle découverte ne fait qu'ajouter au mystère. Pour moi, ces ossements de géants sont un rappel que le monde est plein d'énigmes. Même si nous avons parcouru les océans, gravi les montagnes, et exploré les ruines des civilisations anciennes, il y a encore tant de choses qui nous échappent. Qui sait combien de secrets dorment encore sous nos pieds, attendant d'être découverts? C'est cette quête de l'inconnu, cette soif de réponse, qui m'a toujours poussé à voyager et à continuer d'explorer, même en tant qu'amateur. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fasciné par les créatures mystérieuses et les phénomènes inexpliqués. Mon intérêt pour les cryptides, ces créatures légendaires qui échappent aux classifications scientifiques, m'a poussé à parcourir des centaines de témoignages et de récits étranges. Parmi tous ceux que j'ai étudiés, les géants des montagnes de l'Alaska, du Montana et des régions reculées de l'Idaho m'ont toujours intrigué plus que les autres. Ces géants, souvent aperçus à des hauteurs incroyables de 7 à 9 mètres, semblent tout droit sortis d'un conte ancien. Pourtant, des dizaines de témoins, des chasseurs, des randonneurs et même des explorateurs chevronnés, ont rapporté des récits frappants de leur rencontre avec ces créatures. Les descriptions concordent, ces géants sont toujours observés près de grottes, où ils vivent en couple, bien que personne n'ait jamais vu de femelle. Leur mode de vie est aussi un mystère, ils portent des vêtements faits de fourrure et des sandales fabriquées à la main, et ils cultivent des herbes qu'ils suspendent soigneusement au plafond de leur grotte. Ce qui rend l'accès à leur refuge impossible pour les humains, c'est qu'ils bouchent l'entrée de leur grotte avec d'énormes rochers, pesant plusieurs tonnes. Seuls ces géants sont capables de déplacer ces masses de pierre, rendant leur habitat pratiquement impénétrable. Et comme s'il ne s'agissait pas déjà d'une prouesse physique incroyable, ils ont aussi un degré d'intelligence inattendu, ils manipulent le feu et fabriquent des outils rudimentaires, des armes telles que des lances massives et des pièges destinés à la chasse aux animaux. Pourtant, leur origine reste floue. Ils ne sont pas humains,
du moins pas comme nous. Les quelques récits de ceux qui les ont approchés de près mentionnent des anatomies différentes, leurs organes seraient placés à des endroits inhabituels, ce qui suggère une espèce distincte. Mais ce n'est pas tout. Lors de mes recherches, j'ai rencontré une personne qui m'a révélé une vérité encore plus étrange. Cet homme avait travaillé pour une organisation secrète dédiée à la surveillance des cryptides les plus dangereux et les plus insaisissables. Son rôle ? Observer et gérer certaines créatures cryptides animales, comme des araignées géantes qui, selon lui, habitaient les forêts denses de la Virginie occidentale. Ces créatures monstrueuses détestaient la lumière, et pour éviter qu'elles ne sortent chasser le bétail des fermiers environnants, son travail consistait à leur livrer du bétail régulièrement, comme une sorte d'offrande pour les maintenir tranquilles. L'idée qu'une organisation existe pour interagir avec ces créatures m'a fait réfléchir, combien d'autres cryptides sont surveillés de manière aussi discrète ? Ce même homme m'a raconté avoir eu des contacts limités avec les géants des montagnes. Contrairement aux araignées, les géants étaient beaucoup plus discrets, limitant leurs interactions avec les humains. Cependant, des traces de leur passage, comme des empreintes massives ou des lances abandonnées, ont été retrouvées à plusieurs reprises. Ce qui est le plus déroutant, c'est l'absence totale d'explication sur la manière dont ces géants continuent de survivre. Aucune femelle n'a été aperçue, et aucune trace de reproduction n'a été observée. Certains théoriciens spéculent qu'ils pourraient avoir des moyens de reproduction que nous ne comprenons pas encore, tandis que d'autres pensent qu'ils sont une relique d'une ancienne époque, une espèce mourante. Alors, pourquoi ces géants vivent-ils encore aujourd'hui, à l'abri des regards ? Peut-être que leur intelligence les a aidés à éviter tout contact direct avec l'humanité moderne, ou peut-être que, comme pour les araignées géantes de Virginie, certaines forces cachées travaillent en secret pour empêcher que leur existence ne soit révélée. Il est difficile d'imaginer que dans un monde aussi surveillé que le nôtre, des créatures aussi massives puissent rester invisibles. Pourtant, je crois fermement que la nature et l'histoire recèlent encore de nombreux mystères. Et peut-être que l'existence de ces géants est simplement un autre de ces secrets bien gardés, attendant d'être découverts. Chaque jour, de nouvelles découvertes scientifiques révèlent des aspects du passé que nous ne comprenions pas auparavant. Les géants des montagnes pourraient bien être l'une de ces révélations qui changera notre compréhension du monde. Nos sens sont limités à percevoir les choses dans 3 dimensions, mais il a été prouvé que de nombreuses autres dimensions existent, bien que leur nombre exact soit encore un mystère. Je suis ouvert à l'idée de l'existence d'êtres interdimensionnels, et il me semble possible que beaucoup de ces créatures mythiques dont on parle dans les légendes existent bel et bien, mais que nous ne pouvons tout simplement pas les voir ou interagir avec elles tant que notre dimension ne se mêle pas à la leur d'une manière ou d'une autre. Si l'on considère les théories sur les dimensions supplémentaires, il devient plausible d'imaginer que ces êtres puissent habiter des réalités parallèles que nos sens ne peuvent capter. Peut-être que ces créatures, comme les fées, les esprits ou même les géants évoqués dans de nombreuses cultures, existent dans une dimension au-delà de notre perception. Ce serait seulement dans des moments rares, lorsque les frontières entre ces mondes se brouillent, que nous pourrions avoir un aperçu fugace de leur existence. Des événements mystérieux comme les apparitions soudaines, les créatures que l'on croit apercevoir sans pouvoir les expliquer, ou même certains phénomènes naturels pourraient être des indices que ces dimensions se touchent parfois. Dans ces moments d'interférence entre les mondes, nous pourrions entrer brièvement en contact avec des êtres que notre réalité ne permet pas de percevoir normalement. La science a encore beaucoup à apprendre sur la structure de l'univers, mais cette idée des dimensions cachées pourrait offrir une explication à de nombreux phénomènes inexpliqués. Peut-être qu'un jour, en perçant les mystères des autres dimensions, nous pourrons véritablement comprendre les liens entre notre monde et celui de ces êtres qui, pour l'instant, restent invisibles à nos yeux. Les géants étaient autrefois le fléau de notre continent, une menace si grande qu'il a fallu des générations pour les éradiquer. Ces êtres massifs, que ma tribu appelait les grands redoutés, hantaient nos ancêtres bien avant l'arrivée des colons. Ils sont mentionnés dans nos chants et nos légendes, et même aujourd'hui, leurs histoires perdurent dans nos cérémonies et nos récits autour du feu. Leur présence est gravée dans notre histoire, comme un souvenir qui ne doit pas être oublié. Les grands redoutés n'étaient pas simplement des créatures de contes de fées, mais des êtres tangibles, d'une stature colossale, plus haut que n'importe quel homme ou animal que nous connaissions. Leur peau était d'une pâleur étrange, presque comme si elle avait été privée de lumière, et leurs cheveux étaient soit jaunes comme la paille, soit roux comme le feu. Ces géants avaient des dents énormes,
comparable à celle d'un cheval, capables de déchirer la chair humaine aussi facilement qu'ils arrachaient les roseaux des marécages. Les marécages et les lacs étaient leur territoire de prédilection. C'est là qu'ils vivaient, là qu'ils attendaient leur proie. Ces endroits, jadis lieux sacrés pour ma tribu, devinrent des zones à éviter, des terres hantées par la présence des géants. Ils semblaient prendre plaisir à consommer des roseaux, une plante que nous utilisions pour fabriquer les hampes de nos flèches. Certains anciens croient encore que c'était leur façon de nous affaiblir, de nous désarmer en nous privant de cette ressource essentielle. Cela montrait leur intelligence, ils ne se contentaient pas de nous chasser comme des bêtes sauvages, ils cherchaient aussi à nous priver de nos moyens de défense. Les grands redoutés vénéraient le soleil. Chaque matin, lorsque l'aube se levait, ils s'inclinaient, le visage tourné vers l'astre. Cette adoration leur donnait une aura de mystère, car même s'ils étaient des ennemis redoutables, ils possédaient une forme de spiritualité qui ressemblait à la nôtre, mais tordue. Certains disent que leurs cris à l'aube étaient des prières pour demander au soleil de leur accorder plus de force pour traquer leur proie. Ce qui est peut-être le plus étrange, c'est que ces géants pouvaient parler. Nous étions capables de communiquer avec eux, même si ces échanges étaient rares et souvent tendus. Lorsqu'ils s'adressaient à nous, c'était dans un langage ancien et lourd, qui semblait venir d'une époque bien avant notre propre existence. Certains membres de la tribu disent qu'ils parlaient un dialecte oublié, tandis que d'autres pensent qu'ils utilisaient un langage universel, compris par tous les peuples du monde. Ces conversations révélaient un peu de leur nature. Ils n'étaient pas des bêtes, mais des êtres conscients de leur puissance et de leur place dans le monde. Pourtant, leur soif de sang humain n'avait pas de limite. Ils ne se contentaient pas de chasser les hommes, ils les mangeaient. Les plus anciennes légendes parlent de villages entiers réduits à néant par leur passage. Des familles entières, des guerriers valeureux, tous dévorés ou emportés. Et quand ils ne chassaient pas, ils taillaient le silex, créant des armes ou des outils d'une précision étonnante. Cette pratique est devenue un tabou dans ma tribu. Tailler le silex, c'est invoquer leur mémoire, leur rappeler à nous, et nous refusons de toucher à cette pierre depuis des générations. On dit que ceux qui osent briser ce tabou attirent sur eux la malédiction des grands redoutés. Malgré leur cruauté, les géants n'étaient pas oubliés une fois vaincus. Leur présence demeure dans les étoiles. Dans les nuits claires, si on lève les yeux vers le ciel, on peut voir les constellations qui racontent leurs histoires. Nos anciens les reconnaissent immédiatement, traçant leurs silhouettes dans les étoiles, comme pour nous rappeler qu'ils ont existé, qu'ils ont marché parmi nous. Et bien qu'ils aient disparu de notre monde, leur mémoire, elle, continue d'habiter les cieux. C'est ainsi que nous nous souvenons d'eux. Non pas seulement comme des monstres, mais comme une partie de notre histoire, une force qui a forgé notre peuple et notre culture. Les grands redoutés ne sont plus là, mais leurs légendes, leurs actes et leurs conséquences continuent de vivre en nous, nous avertissant de ne jamais oublier les luttes que nos ancêtres ont traversées pour que nous puissions vivre en paix. Je vais commencer par dire que ce récit est totalement légitime. Ce n'est pas de la fiction. C'est une expérience réelle que j'ai vécue. Si je partage cela sur Internet aujourd'hui, c'est dans l'espoir de trouver quelqu'un qui aurait vu la même chose que moi. Ou quelque chose de similaire. Je cherche des réponses depuis des années. Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer sur ce que cela pourrait être. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde croie vraiment ce que je vais raconter. Je sais que c'est incroyable, mais je connais ma vérité. Cette expérience a changé ma vie. Je tiens aussi à préciser que tout au long de ma vie, j'ai vécu de nombreuses expériences paranormales et spirituelles. Je ne me considère pas comme une personne religieuse, mais je crois en Dieu. J'ai été témoin de trop de miracles et de choses inexplicables pour ne pas y croire. Quand cela s'est produit, j'avais 18 ans, aujourd'hui, j'en ai 22. C'était une nuit, il y a des années, lorsque je traînais avec mon ex-petite amie. C'était soit en novembre, soit en décembre 2019. Ce soir-là, nous avons décidé d'aller observer les étoiles. Il faisait très froid, probablement aux alentours de 1h du matin, mais cela ne nous avait jamais empêchés de sortir. Nous avons mis des vêtements chauds, pris une couverture, et nous nous sommes allongés dehors pour regarder le ciel. La majeure partie de la soirée, nous nous amusions, riant et discutant. À un moment donné, notre conversation est devenue très sérieuse. Il a commencé à m'expliquer qu'il ne croyait pas en Dieu, ni en rien du tout. Selon lui, rien ne se passe après la mort.
Je lui ai répondu que je respectais ses croyances, mais que pour ma part, je croyais en Dieu. Je sais que quelque chose se passe après la mort, parce que j'ai été témoin de trop de choses spirituelles pour ne pas croire. J'ai toujours eu ce sentiment que quelque chose de plus grand existe. Sa seule réponse a été, une fois que je verrai quelque chose, j'y croirai. Après cela, nous sommes restés silencieux pendant un moment, avant de reprendre notre conversation et de continuer à profiter de la soirée. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose dans le ciel. Ce que j'ai aperçu ressemblait à une immense paire d'ailes qui glissait juste au-dessus de moi. Elle mesurait au moins 5 à 6 mètres d'envergure. Je n'arrivais pas à distinguer de tête, de patte ou de queue, juste cette paire d'ailes massives. Il faisait sombre et il était difficile de voir clairement, mais les ailes avaient une légère lueur, juste assez pour que je puisse les distinguer. Elles semblaient presque transparentes, mais en même temps lumineuses. C'était un spectacle à la fois étrange et fascinant. Je n'étais pas vraiment terrifié, mais plutôt dans un état d'émerveillement total. Je ne ressentais rien de négatif. Mon ex, quant à lui, ne regardait pas au départ. Je l'ai alors interpellé pour qu'il lève les yeux. Quand il a vu les ailes, il s'est immédiatement mis à paniquer. Il jurait et était complètement terrifié. Les ailes ne sont pas restées longtemps. Elles ont simplement glissé au-dessus de nous, puis au-dessus de ma maison, avant de disparaître ou de se fondre dans l'obscurité. Pendant tout leur vol, elles n'ont battu des ailes qu'une seule fois, et elles semblaient simplement planer. Mon ex m'a attrapé et a insisté pour que nous rentrions à l'intérieur. Il était terrifié. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain, après nous être calmés, nous avons décidé de ressortir la nuit suivante pour voir si quelque chose d'autre se produirait. Il s'est passé beaucoup de choses étranges, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails. Nous avons vu des ovnis étranges et 2 grandes lumières brillantes qui semblaient très proches de nous. Elles étaient si lumineuses qu'il était difficile de regarder. C'était effrayant et totalement inhabituel. Mais l'événement le plus marquant reste cette créature ailée. Après cette nuit, ma perception de la vie a complètement changé. Il y a tellement de choses dans ce monde que nous ignorons. Depuis, d'autres choses étranges ont commencé à se produire dans le monde, bien que cela ne soit peut-être pas lié, la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, des ballons espions chinois. Tant de choses se passent. J'ai parlé à de nombreuses personnes, cherchant à savoir si quelqu'un avait vécu une expérience similaire, mais je n'ai trouvé que très peu d'informations. Je crois que ce que j'ai vu était peut-être un ange. Ou bien une entité interdimensionnelle. Je n'en suis pas certaine, et je pense que je ne le saurai jamais avec certitude. J'ai appris à accepter cela. Cela a commencé comme une simple curiosité, presque un passe-temps, lire des récits anciens, explorer des mythes oubliés. Mais avec le temps, un détail revenait sans cesse, dans des textes séparés par des siècles et des continents, les géants. Ils apparaissent partout, sous différentes formes, mais toujours imposants, mystérieux, presque trop grands pour être des inventions du seul imaginaire humain. Plus je creusais, plus ces récits me hantaient. Des géants dans la Bible, comme les Néphilim, mentionnés dans le livre de la Genèse. Ils étaient décrits comme les enfants des « fils de Dieu » et des « filles des hommes », des êtres colossaux qui auraient semé la terreur sur terre avant le déluge. Ce n'était pas seulement un passage isolé, les Néphilim revenaient aussi dans le livre des Nombres, où les espions envoyés par Moïse dans la terre promise disaient avoir vu des géants qui les faisaient se sentir comme des sauterelles. À chaque nouvelle lecture, je me demandais, pourquoi des récits aussi similaires émergeraient-ils à des époques si différentes et dans des contextes si éloignés. Ensuite, je suis tombé sur le livre d'Hénoch, un texte apocryphe qui va encore plus loin. Ce livre parle des veilleurs, ces anges déchus qui auraient engendré une race de géants destructeurs. Ces créatures étaient tellement puissantes et violentes qu'elles auraient contribué à la décision divine de nettoyer la terre par le déluge. Une histoire frappante, qui semblait être plus qu'une simple allégorie. Mais ce n'était pas seulement dans les textes religieux abrahamiques que ces êtres apparaissaient. Dans la mythologie grecque, on parle des gigantes, les enfants de Gaïa et Urano. Des créatures gigantesques qui ont livré bataille contre les dieux de l'Olympe lors de la gigantomachie. Ils étaient vus comme une force primordiale, sauvage, mais réelle dans l'imaginaire de la Grèce antique. Pourquoi, encore une fois, cette fixation sur des êtres de taille titanesque, qui représentent une force souvent destructrice mais également dotée de puissance et de sagesse?
Puis, il y avait les récits de la mythologie nordique. Les Jötnar, des géants qui vivaient dans un monde parallèle à celui des dieux. Ces êtres représentaient les forces chaotiques et imprévisibles de la nature, et même s'ils étaient souvent en guerre avec les dieux Azevan, certains s'unissaient avec eux, créant des hybrides entre dieux et géants. À ce stade, ce n'était plus une simple coïncidence pour moi. Ces géants étaient partout, traversant les âges et les cultures. Une idée s'imposait alors à mon esprit, et si ces récits étaient plus que des mythes? Si les géants avaient réellement existé à un moment donné de l'histoire de l'humanité? Peut-être que les traces de leur existence avaient été effacées ou perdues au fil des millénaires. Mais comment expliquer autrement l'universalité de ces histoires? Même dans la tradition islamique, bien que les géants ne soient pas explicitement mentionnés dans le Coran, le peuple de D, décrit comme d'une grande stature et d'une force incroyable, pourrait s'approcher de cette idée. Ce peuple aurait été détruit pour avoir rejeté le message du prophète Houd, mais la manière dont ils sont dépeints suggère qu'ils étaient plus qu'humains. À l'époque, j'avais 17 ans et je vivais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un vaste archipel situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Mes parents étaient français, mais je suis né en Papouasie et j'ai passé toute mon enfance entouré de Papous natifs. Je les considérais comme mes frères, et eux me voyaient comme l'un des leurs. L'un de mes amis les plus proches était un garçon de mon âge nommé Cam. Il habitait dans mon quartier, et nous étions dans la même classe pendant de nombreuses années, ce qui nous avait rendus très proches. J'utilise le passé, car nous ne nous sommes plus vus depuis longtemps. Cam et moi partagions une passion pour la chasse et la pêche. Nous passions nos week-ends dans les forêts luxuriantes derrière chez moi, à traquer de petits gibiers et des oiseaux. J'ai accumulé un nombre incalculable de souvenirs de chasse, des histoires hilarantes aux moments plus douloureux et effrayants. Nous avions aussi rassemblé beaucoup d'expériences et de matériel. Pendant ces excursions de chasse, l'excitation atteignait son apogée lorsqu'il s'agissait de gros gibiers, notamment les cerfs. Mais ces derniers étaient rares dans la petite forêt qui bordait notre quartier, et il était difficile d'en apercevoir un. Pour en trouver, il fallait pénétrer profondément dans la jungle. Ainsi, pendant les vacances, nous demandions à Victor, le grand frère de Cam, de nous conduire dans son 4x4. Il nous accompagnait dans nos expéditions au cœur de la faune et de la flore préhistorique. Cette fois-là, Victor nous avait emmenés dans une zone de chasse que je ne connaissais pas. Nous étions arrivés très tôt le matin, nous nous étions équipés, puis nous nous étions enfoncés dans la jungle en silence. Pour décrire l'atmosphère, l'intérieur de la jungle ressemble à un four brûlant. Il faisait si chaud que nous étions obligés de ne porter que nos sous-vêtements. L'air était aussi extrêmement humide, avec des gouttes d'eau qui tombaient constamment des arbres, même sans pluie, et le sol était couvert de boue collante et glissante. Sans oublier tous les insectes et la végétation qui irritaient sans cesse notre peau. Un véritable enfer, mais en même temps, une aventure incroyable. On pouvait aussi entendre les cris des singes et les chants des oiseaux à travers la forêt, il n'y avait jamais un moment de silence. Nous nous concentrions sur les bruits des pas des animaux, suivant leurs traces dans la boue, ramassant les crottes que nous croisions et observant notre environnement avec vigilance. Ce jour-là, nous voulions aller plus loin dans la jungle. À ma grande surprise, mes deux amis avaient pris un détour anormalement long, ce qui n'avait aucun sens pour moi. On perdait du temps et de l'énergie alors que la forêt primaire devenait presque infranchissable. Mais je leur faisais confiance, ils connaissaient sûrement mieux la zone que moi, et le paysage que je découvrais était si magnifique que je ne disais rien. Après 4 ou 5 heures de marche, nous sommes arrivés près d'un point d'eau, un petit marais paradisiaque. C'était un bon signe, alors nous avons fait une pause pour boire avant de nous cacher, fusil en main. Après environ 40 minutes de silence, peut-être une heure, un couple de cerfs est apparu près de la mare. Sentant l'excitation et l'adrénaline monter, j'ai calmé mon cœur et visé le cerf mâle. Nous avons tiré en chœur, 3 coups de feu retentissants qui ont terrassé notre proie. Tous les animaux alentours se sont enfuis, et les oiseaux ont pris leur envol en panique. Je ne suis pas sadique et la violence n'est pas l'aspect que je préfère dans la chasse, mais je dois admettre que voir le cerf tomber dans nos mains nous a procuré une immense joie. Nous avons attaché les pattes de l'animal pour le transporter jusqu'au 4x4. Mais au lieu de prendre le chemin le plus direct et de traverser la zone que nous avions évitée à l'aller, Cam s'est dirigé vers le détour. Je lui ai fait remarquer que c'était inutile et que nous perdrions encore plus de temps.
C'est alors que Cam m'a donné une réponse des plus surprenantes. Il a dit, « Nos traditions nous interdisent de passer par ces terres, car c'est ici que nos ancêtres ont tué le dernier géant. » Son ton était sérieux, solennel, et ses yeux ne trahissaient ni mensonge, ni humour. Je n'ai pas insisté, et nous avons pris le détour pour revenir au 4x4. Sur le moment, cette réponse mystique m'avait vraiment surpris, mais je l'ai rapidement reliée à une autre histoire qu'une amie Papou, Viali, la sœur d'un de mes amis, m'avait racontée. Dans le cadre de son travail, elle devait terraformer un terrain situé dans une forêt pour y construire des maisons. En creusant les fondations, elle et son équipe avaient fait une découverte extraordinaire, 4 squelettes humains, dont le plus grand mesurait plus de 5 mètres. Naturellement, ils avaient fait appel à un cabinet de paléoanthropologie français. Le lendemain, des scientifiques et des soldats étaient arrivés en toute hâte, interdisant strictement l'accès à la zone à quiconque voulait s'en approcher. Quelques jours plus tard, les scientifiques étaient repartis, emportant les ossements avec eux, et assurant à Viali et aux autres témoins que l'incident n'avait jamais eu lieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai jamais réussi à percer le mystère, que les insulaires préfèrent éviter d'aborder. J'ai mené quelques recherches, et certaines légendes locales prétendent que ces géants seraient le résultat d'un croisement entre les humains et une race extraterrestre appelée les Nordiques, les Grands Blonds, ou encore les Elohim de la Bible. Faites ce que vous voulez de ces informations. Personnellement, je n'ai jamais vu de géants, mais les gens autour de moi y croient dur comme fer, et les légendes continuent de circuler. Les veilleurs, ou anges du livre d'Enoch, sont venus sur ce plan d'existence pour mêler leur sang à celui des hommes. Leurs enfants sont devenus les Néphilim, qui sont les géants. Ils ont enseigné aux hommes diverses sciences, telles que l'astrologie, la métallurgie, le travail de la pierre, et bien plus encore. En agissant ainsi, ils ont défié Dieu en commettant une forme de génétique interdite, en combinant l'ADN de différentes créatures, créant ainsi des abominations. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a envoyé le déluge pour purifier la terre. Certaines de ces lignées ont réussi à se cacher en sous-sol pour échapper aux eaux du déluge. Une fois que les eaux se sont retirées, ces lignées sont ressorties et ont pris le contrôle de ce plan d'existence, armées d'une armée de clones. Les survivants du déluge, qui étaient originaires d'Hyperborée, étaient trop affaiblis pour repousser cette armée, et c'est à ce moment-là que le dernier grand reset a commencé. Ce sont les personnes que vous voyez dans les vieilles photos, avec leurs chevaux et leurs charrettes dans les rues boueuses. La boue que nous voyons, ainsi que les bâtiments enterrés, ne sont que le sédiment laissé par le déluge. Les anciens bâtiments, la technologie utilisée pour les construire, et même les fonctions de ces bâtiments, auraient été créés par les Hyperboréens et les Néphilim. Selon moi, ces structures utilisaient des fréquences et des énergies collectées depuis l'ionosphère et l'éther, destinées à des fonctions spécifiques, comme promouvoir la croissance agricole, la guérison, ou même créer des portails de transport vers d'autres terres. La musique et les fréquences jouaient un rôle fondamental dans la société et la technologie de l'époque, c'est pourquoi on trouve ces gigantesques orgues majestueuses dans les anciennes structures. Je sais que certains trouveront ces idées incroyables, mais c'est la meilleure manière dont je peux articuler ce que j'ai appris au cours de l'année passée. Il y a beaucoup plus à dire, et le tableau devient de plus en plus clair. Toutes les histoires du monde évoquent des géants ou des titans. Ce sont les mêmes récits de création, racontés de manière différente selon les cultures. Les symboles, l'architecture, et même les divinités, sont les mêmes, bien qu'elles portent des noms différents. Depuis notre naissance, nous avons été programmés pour voir les choses d'une certaine manière. En fait, nous vivons dans une simulation organique, nous sommes des ordinateurs organiques, créant la réalité à travers l'observation, la croyance et l'intention. L'expérience de la double fente le prouve. Les médias et les religions contrôlent les niveaux de probabilité, en influençant les esprits et en prêchant les anciennes et nouvelles narrations. Plus nombreux sont ceux qui y croient, plus leurs plans ont de chances de se concrétiser. En résumé, nous sommes des dieux. Nous avons le contrôle de ce royaume, de cette dimension vibratoire. C'est cette connaissance qu'ils ne veulent pas que vous possédiez. C'est pour cette raison qu'ils nous maintiennent ignorants, paresseux, en colère, et en guerre permanente. Si nous commencions à poser des questions sur les géants, les mythes et légendes deviendraient crédibles en tant qu'événements historiques réels. Des civilisations comme Atlantis, Hyperborée, et d'autres terres avancées du passé ne seraient plus des légendes. Il en va de même pour les extraterrestres,
qui ne viendraient pas d'autres planètes, mais de terres situées au-delà des nôtres. Une fois que vous commencez à relier les points entre toutes ces théories du complot, vous réalisez qu'il existe des morceaux de vérité cachés sous des couches de désinformation. Ils ont besoin de notre consentement, c'est pourquoi ils nous montrent parfois des fragments de vérité, espérant que nous ne les comprendrons pas avant que leur plan ne soit achevé. Peu à peu, l'histoire devient plus claire. Cela s'est passé il y a environ 4 ans, et mon copain et moi n'avons toujours aucune idée de ce que nous avons vu ce jour-là. J'espère que quelqu'un pourra nous donner des informations sur ce que cela pourrait être, parce qu'on commence vraiment à se demander si on n'est pas fou. Ce jour-là, nous faisions du vélo sur notre sentier habituel. Nous avons parcouru ce chemin des dizaines de fois, et nous avons grandi dans la région, donc tout nous semblait familier. Nous étions presque arrivés à la voiture lorsque j'ai décidé de monter près du bâtiment abandonné qui se trouve juste derrière quelques maisons. Le chemin pour y accéder est une colline rocheuse, et j'ai dû pousser mon vélo, regardant principalement mes pieds pour ne pas trébucher. Il était juste avant le coucher du soleil, donc il faisait encore assez clair. Quand j'ai finalement atteint le sommet de la colline, je suis remonté sur mon vélo et j'ai levé les yeux vers le bâtiment. C'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Sur le bord du toit, il y avait 3 grandes silhouettes encapuchonnées. Elles mesuraient environ 2,5 à 3 mètres de haut, et leur cape était d'un noir si profond qu'elle semblait absorber la lumière. C'était le noir le plus intense que j'avais jamais vu, mais malgré cela, je pouvais distinguer la forme de ces créatures. En les regardant, ma première pensée a été « Mais qui diable mettrait des statues bizarres comme ça sur le toit d'un bâtiment abandonné ?» Je savais que mon copain était derrière moi, et j'allais lui faire une remarque quand soudain, la silhouette la plus proche de moi a tourné la tête dans ma direction. Je n'ai pas vu grand-chose de son visage, seulement la moitié inférieure, peut-être une sorte de mâchoire osseuse, mais c'était tout. À ce moment-là, tout s'est accéléré. Dès que nous avons vu cette chose bouger, notre instinct de survie a pris le dessus. Nous avons pris nos vélos et dévalé la colline aussi vite que possible. Arrivés à la voiture, nous avons jeté les vélos à l'arrière et sommes partis à toute allure sans même prendre le temps de souffler. Après cet événement, nous sommes retournés à cet endroit plusieurs fois, essayant de comprendre ce que nous avions vu. Mais plus rien. C'était la seule et unique fois où nous avons aperçu ces créatures mystérieuses. Cela fait maintenant plusieurs années, et nous pensons sérieusement à consulter un hypnothérapeute pour essayer de récupérer plus de détails sur ce jour-là. Ce que nous avons vu défie la logique, et nous aimerions comprendre ce qui s'est réellement passé. J'ai toujours eu l'impression que les récits de bêtes géantes étaient en réalité une sorte de mémoire ancestrale, remontant à des temps très anciens. À une époque, les humains coordonnaient des attaques contre des mammouths, et même avant l'apparition de l'humanité moderne, nous cohabitions avec des animaux gigantesques qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est comme si tout cela était gravé dans notre inconscient collectif, ou inscrit quelque part dans une sorte de psychosphère universelle, une connaissance profonde que nous portons en nous, jusque dans nos os. Ces créatures géantes, ces peurs primordiales, semblent faire écho à quelque chose de plus ancien que ce que nous pouvons directement comprendre. Bien sûr, tout cela n'est que conjecture, sans preuve concrète. Beaucoup de gens trouvent même ridicule de parler de mémoire collective humaine ou de savoir inné, mais c'est ainsi que je perçois ces choses qui émergent, presque spontanément, dans des cultures différentes à des époques éloignées. Comme si ce n'étaient pas seulement des mythes, mais des souvenirs partiellement oubliés qui continuent de vivre en nous, sous une autre forme. Évidemment, on pourrait simplement dire que les grandes créatures sont effrayantes, tout court. Certaines des peurs les plus élémentaires que nous partageons sont celles d'être dévorés ou de se retrouver impuissants face à une force bien plus grande que nous. Peut-être que c'est juste ça, la racine de ces récits de géants et de monstres. Mais il me plaît de croire qu'il y a quelque chose de plus profond, une trace de nos ancêtres et de leur lutte pour survivre dans un monde où les créatures gigantesques rôdaient encore. Nous étions en pleine journée, roulant tranquillement sur une route bien connue, lorsque l'un de ces événements inexplicables, presque surnaturels, s'est produit. Ce genre d'événement qui vous fait remettre en question la réalité. Il faisait beau, sans un seul nuage à l'horizon. Le ciel était d'un bleu limpide, comme rarement on le voit. C'était le début de notre trajet,
et nous avions remarqué un avion de Southwest Airlines se dirigeant vers l'aéroport à quelques kilomètres de là. Rien d'inhabituel à ce stade. Nous avons continué notre route, sans vraiment prêter attention à ce simple détail. 10 minutes plus tard, alors que nous étions concentrés sur la route, une ombre est apparue brusquement, comme surgie de nulle part. Elle était immense, suffisamment grande pour assombrir un groupe d'arbres à quelques centaines de mètres devant nous. Ce n'était pas une ombre fugace, comme celle d'un oiseau passant au-dessus de nos têtes, mais une ombre épaisse, sombre, qui a englouti les arbres pendant une fraction de seconde avant de disparaître tout aussi rapidement. Tout s'est passé en un clin d'œil, mais cette vision m'a laissé une sensation étrange, comme si quelque chose d'invisible s'était brièvement manifesté, juste assez pour perturber notre perception. Sur le coup, je n'ai rien dit, pensant que j'avais peut-être rêvé. Mais l'impression était si forte que je me suis tourné vers ma femme et lui ai demandé si elle avait vu la même chose. Contre toute attente, elle m'a répondu qu'elle avait effectivement vu une ombre, mais qu'elle pensait que c'était dans sa tête, une illusion passagère. À ce moment-là, nous avons tous les deux scruté le ciel, cherchant désespérément une explication rationnelle. Mais il n'y avait absolument rien. Pas de trace d'un avion, pas d'oiseau volant en altitude. Rien qui aurait pu projeter une ombre de cette envergure. Et pourtant, nous avions clairement vu la même chose. Nous avons réfléchi un instant. L'avion de Southwest que nous avions vu plus tôt aurait dû atterrir depuis déjà quelques minutes. D'autant plus que les avions, pour éviter tout risque d'accident, doivent souvent attendre avant de décoller ou d'atterrir. En supposant même qu'un autre avion ait été dans les environs, nous l'aurions sûrement vu ou entendu. Et pourtant, le ciel restait désespérément vide. Aucun signe, aucune explication tangible pour cette ombre. En continuant notre route, cette sensation d'inconnu, d'inexplicable, planait au-dessus de nous. Pourquoi une ombre aussi immense était-elle apparue sans source visible ? Était-ce une illusion collective, ou avions-nous vraiment été témoins de quelque chose d'étrange, de perturbant, qui défiait notre compréhension du monde ? Je n'aime pas sauter à des conclusions hâtives, mais ce genre d'expérience vous pousse à envisager toutes sortes de théories. Un avion invisible ? Un phénomène météorologique que nous ne comprenons pas encore ? Ou pire, un phénomène d'une autre dimension qui a brièvement croisé notre réalité ? L'ombre était si massive, si instantanée, et pourtant, elle n'a laissé aucune trace. C'était comme si quelque chose d'immense, d'invisible pour nos yeux, avait traversé le ciel au-dessus de nous, laissant juste une empreinte fugace de sa présence. Depuis cet événement, je me pose encore des questions. Nous avons cherché des explications rationnelles, essayé de trouver des témoignages similaires, mais sans succès. À chaque fois que nous repensons à ce moment, ma femme et moi nous demandons si nous avons été témoins d'un phénomène naturel que nous ignorons, ou si nous avons effleuré quelque chose de plus étrange, quelque chose que notre esprit peine à accepter. Quand j'étais adolescent, il y avait cette fille que je rejoignais en douce presque chaque nuit. Nos familles ne s'appréciaient pas, alors c'était le seul moyen pour qu'on puisse se voir. En général, on se retrouvait dans une église située à mi-chemin entre nos deux maisons. Ce soir-là, on s'est retrouvés et on a traîné un moment ensemble. Puis, un épais brouillard a commencé à se former. Il venait de son côté et était tellement dense qu'on ne pouvait littéralement pas voir à travers. C'était comme un mur de brouillard qui descendait sur l'autoroute. On a donc décidé de retourner chez moi et on est monté dans la voiture de ma mère. Sur la route qui menait chez moi, il y avait une église avec un grand lampadaire. En regardant en arrière, on a vu une ombre passer devant la lumière, mais avec le brouillard, impossible de savoir ce que c'était. Toutefois, ce qui est certain, c'est que c'était immense. Très grand, en fait, car ce lampadaire faisait au moins 9 mètres de haut. On est arrivé chez moi et, pour ne pas risquer de réveiller mes parents, on est resté dans la voiture de ma mère. Quelques minutes plus tard, le brouillard a commencé à contourner le virage et à descendre la colline. Je me souviens m'être demandé comment un brouillard pouvait suivre une route au lieu de simplement tout envelopper au fur et à mesure. Mais il a fini par tout recouvrir. À ce moment-là, le sol a commencé à trembler, comme si c'était un petit tremblement de terre. Les secousses sont devenues plus fortes à mesure que le brouillard s'épaississait et engloutissait tout. Un instant après, on a vu une gigantesque jambe passer à côté de la voiture où on était. Ce qui y était attaché a continué de marcher sur la route,
toujours caché dans ce brouillard épais. Quelques minutes plus tard, les secousses se sont arrêtées et le brouillard s'est dissipé, mais je pouvais encore voir la fin de la brume se déplacer vers la forêt en bas de la colline, là où la route sans issue menait. On s'est regardé, se demandant ce qui venait de nous arriver. Aucun de nous n'arrivait vraiment à croire ce qu'on venait de voir, mais on était trop intelligent pour ignorer ce qu'on avait vécu. Je l'ai laissée rester dans ma chambre jusqu'à ce que le jour commence à se lever, puis je l'ai raccompagnée chez elle, juste à temps pour qu'on aille tous les deux en cours ce matin-là. Est-ce que je croyais aux géants? Pas avant cette nuit-là. Honnêtement, je ne sais toujours pas ce que c'était, mais une chose est sûre, ce n'était absolument pas quelque chose que je pourrais qualifier de normal. C'était il y a 35 ans et, encore aujourd'hui, cette expérience me terrifie et me fascine quand j'y repense. En 2002, j'étais déployé en Afghanistan avec mon unité des forces spéciales américaines. Nous étions envoyés dans les zones les plus reculées, là où les montagnes déchirent le ciel et où les vallées sont plongées dans une solitude silencieuse. C'était une mission comme tant d'autres, une opération de reconnaissance dans une région difficile d'accès près de Kandahar. Rien ne laissait présager ce que nous allions vivre. On nous avait briefé sur une équipe qui avait disparu dans cette zone quelques jours plus tôt. Ils avaient pour mission d'explorer une série de grottes, croyant qu'elles pouvaient abriter des combattants talibans. Mais depuis leur dernière transmission, plus aucun signe de vie. Notre tâche était simple, les localiser, et si possible, ramener l'équipe ou leur corps. La marche vers les grottes était rude. Le terrain, rocailleux et escarpé, ne nous offrait aucune pitié. Nous avancions avec précaution, scrutant chaque recoin de la montagne, prêts à toute éventualité. Après plusieurs heures de progression, nous sommes finalement arrivés près d'une entrée de grotte massive, cachée à flanc de montagne. L'atmosphère y était étrange, presque oppressante. Le silence régnait, perturbé uniquement par le vent soufflant à travers les rochers. En approchant de l'entrée, quelque chose n'allait pas. Devant la grotte, nous avons découvert des fragments d'équipements militaires. Ce qui était autrefois des radios, des armes et même des morceaux d'armure. C'était définitivement l'équipement de l'équipe disparue. Le sentiment de malaise s'intensifia. Nous savions que quelque chose s'était passé ici, quelque chose de mauvais. C'est alors que tout a basculé. Une silhouette immense est sortie de l'ombre de la grotte. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu à ce moment-là. Un être gigantesque, mesurant au moins 3 ou 4 mètres de haut, avec une peau d'un rouge terreux et des yeux perçants, mais ce n'était pas un homme. C'était autre chose, une créature que je n'aurais jamais cru possible. Avant même que nous puissions réagir, la bête a foncé sur nous à une vitesse incroyable pour sa taille. L'un de mes camarades a été pris par surprise, projeté dans les airs d'un coup viol. Le chaos s'est alors emparé de nous. Nous avons ouvert le feu, tous en même temps, déversant tout ce que nous avions sur cette créature, mais elle ne semblait pas s'arrêter. Je me souviens de son regard. Il n'y avait rien d'humain là-dedans, juste une fureur brute, presque animale. Mais après plusieurs minutes de tirs incessants, nos balles ont finalement eu raison d'elle. La créature s'est effondrée, laissant un silence lourd s'installer autour de nous. Nous étions encore sous le choc, incapables de comprendre ce que nous venions de voir, mais la créature était là, inerte, gigantesque. Après avoir repris notre souffle et sécurisé la zone, nous avons contacté notre commandement pour signaler la situation. Peu après, une équipe spéciale est arrivée. Ils ont rapidement pris le contrôle, mesurant la créature, prenant des photos, puis, à notre grande surprise, ils ont chargé le corps dans un hélicoptère sans un mot. Tout était fait dans une discrétion absolue. Nous n'avons plus jamais entendu parler de cette opération, ni du corps. On nous a ordonné de garder le silence. Même dans l'armée, certains événements ne sont jamais officiellement enregistrés. Ce jour-là, je me suis demandé si nous avions réellement affronté un mythe vivant, une légende d'un autre temps. Les rumeurs circulent, certaines parlent de géants dans ces montagnes depuis des siècles, des histoires transmises par les tribus locales. À ce moment-là, ce n'était plus une légende pour moi. C'était réel, et cela a marqué ma vie à jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire.
On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.